Mouammar Kadhafi, c'est l'homme au nid, celui que les héros de la révolution libyenne veulent effacer de leur mémoire. Les héros, ce sont ces hommes qui se sont improvisés combattants du jour au lendemain. Ce sont des gens ordinaires. Parmi eux, Hicham, l'étudiant, Zouher, le commerçant, Mohamed, l'ingénieur, et Massoud, le garagiste. À Benghazi, tous rêvent de liberté. Mais d'abord, il y a une guerre à mener. Zouher, cet homme de 32 ans qui est né à Benghazi et qui travaille habituellement dans le tourisme, vient d'apprendre une terrible nouvelle. Il a perdu son ami d'enfance. Pour la première fois depuis la mort du jeune homme, il rend visite à sa famille en deuil. Le père de la victime est encore sous le choc. Je vous présente Ali, le frère de mon ami. Il s'est battu pour une noble cause, il s'est battu pour notre pays, pour notre liberté. Cette photo a été prise une demi-heure avant sa mort. Je pense qu'ils étaient à la caserne de Benghazi lorsqu'ils ont réussi à prendre la caserne. Alors il a récupéré une arme et ensuite il est allé défendre l'aéroport. J'étais très inquiet, je lui ai dit « n'y va pas, n'y va pas ». Il m'a dit « ne t'inquiète pas ». J'ai fait une sieste pendant une demi-heure et son frère est arrivé en pleurant. Je lui ai dit « que se passe-t-il » Il m'a dit « il est mort ». Depuis le début de l'insurrection, le statut de Zouher a changé. Malgré son jeune âge, il est une sorte de ministre de l'information pour les rebelles. Il ne compte plus son temps. Vous savez, parfois les gens, ils ont besoin d'avoir des informations, ou alors ils ont besoin d'être transportés ou même nourris. Alors, je dois être disponible 24 heures sur 24. Sa nouvelle mission, il l'amène depuis l'ancien siège de la police secrète qui a brûlé dans les premiers jours de l'insurrection. C'est devenu un centre de presse. Avec son équipe, il a compris l'importance de l'information. La plupart de ces gens, je les connais. Lui, par exemple, c'est mon voisin. C'est aussi mon ami. Et puis, c'est pas une révolution faite par des jeunes seulement. Il y a aussi des vieux. Depuis le début de la guerre, il ne voit presque plus sa famille. Il mène une lutte de chaque instant. Il veut faire connaître au monde entier les événements qu'il traverse. Dès le premier jour de la révolte, Kadhafi avait coupé le téléphone et Internet. Depuis, dans cette pièce très sécurisée, une dizaine de personnes a rétabli la liaison. Mohamed, le meilleur ami de Zouher, est un autre héros, parmi les plus précieux de la rébellion. Il est ingénieur informaticien. Sa femme est enceinte, mais sa nouvelle vie est ici. Il y passe ses jours et ses nuits. Car de son bureau, il surveille les points sensibles de la ville grâce à un réseau de webcams qu'il a lui-même installé. Aucun journaliste ne pouvait entrer en Libye. C'est lui qui a donné l'alerte en envoyant les premières images de la répression. J'étais en bas dans la rue, il y avait beaucoup de gens autour de moi et je n'avais qu'une petite webcam pour montrer qu'on avait besoin d'aide. CNN a vu les images que j'avais diffusées et ils ont tout de suite décidé de les mettre à l'antenne. Grâce à Mohamed, le monde entier va découvrir une répression sanglante lors des premiers jours de la révolution. À Benghazi, les miliciens de Kadhafi, ici en casque jaune, ont réprimé les manifestations dans le sang. Au péril de leur vie, beaucoup d'habitants ont filmé les violences à l'aide de leurs téléphones portables, qui sont devenus des armes pour témoigner. Le masque de Kadhafi est tombé et ce que l'on a vu, c'est son vrai visage de dictateur. Si à l'extérieur, personne ne s'était rendu compte de ce qui se passait dans notre région, peut-être qu'il aurait pu anéantir Benghazi. Il aurait même demandé à ses fils et à ses mercenaires de s'installer ici, sans que personne ne bronche. De nos jours, les médias sont très puissants. Ils sont l'épine dorsale de tout ce qui se passe. Pour prendre ces images, tournées au plus près des affrontements, Mohamed et son équipe ont pris des risques.
Mais pour lui, le danger, c'est aussi tout simplement que l'on reconnaisse son visage. La première fois que je suis apparu sur CNN, ils n'ont pas pu cacher mon visage et j'avais peur pour ma vie. Alors cette nuit-là, ils m'ont téléphoné sans arrêt tous les quarts d'heure. Ils voulaient savoir si j'étais encore en vie. Et je les remercie pour ça. Dans cette ville en pleine effervescence, Hicham est un jeune étudiant franco-libyen qui a abandonné ses études pour rejoindre le mouvement. Bouchafchouf, mon kiff national, Bouchafchouf, c'est les cheveux, parce qu'il a des sales cheveux. Alors, Mohamed Bouchafchouf, il y a Mohamed le décoiffé, le vendredi, tu vas le voir passer. Vous voyez, hein, la pression populaire, la liberté, tout de suite, les gens... vous savez, quand vous êtes pressé pendant 42 ans, forcément, c'est une explosion qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. Et là, les gens, là, ils sont heureux, ils fêtent. Et ils ont raison de fêter, d'ailleurs. C'est historique, on est en train d'écrire l'histoire aujourd'hui. Ce vendredi, il est avec les autres habitants pour une grande journée de prière. Ya Allah, Ya Allah, Ya La ville vit au rythme des combattants qui rentrent du front. Hicham est désormais habitué à ces scènes devenues banales. Sous ses fenêtres, se sont déroulés des combats parmi les plus meurtriers de Benghazi. Vous voyez, là, ce gilet pare-balles, il l'a pris un mercenaire, un Africain. Il l'a capturé à un mercenaire et ils l'ont pris. Quand ils ont été pris ici, il y en a certains qui sont tombés, ils l'ont réussi à la prendre. Regardez, c'est lui. Il est mort. Une photo comme un trophée. Une photo d'un cadavre qui ne semble même plus émouvoir ce jeune étudiant. Dans la ville, les écoles sont fermées depuis un mois. La plupart des commerçants ont baissé leurs rideaux. Les habitants craignent les tirs de certains pro-Kadhafi qui se cachent dans beaucoup de maisons. On a peur des gardiens de la Révolution, ce qu'on appelle les Jandhouris. Les Jandhouris, on ne sait pas, c'est des civils qui habitent dans nos quartiers et qui sont des traîtres et qui sèment la terreur. Hier, pendant les combats, il y en a un qui est sorti de l'intérieur du quartier. Il est sorti, il a commencé à tirer sur les gens. Ils lui ont dit de se rendre, il n'a pas voulu, il a continué à tirer, ils l'ont abattu dans la rue. Il y aurait 7000 partisans armés de Kadhafi dans la ville. Hicham a rejoint la cause des rebelles en se mettant au service des journalistes étrangers qui l'emmènent volontiers voir les anciens bâtiments du régime. Il nous conduit au lieu symbole de la ville, la Katiba, la caserne, le siège du pouvoir sous Kadhafi. De là, les autorités contrôlaient toute la ville. C'est ici qu'ont eu lieu les combats décisifs. Tout a été brûlé durant les affrontements. Il y a encore quelques jours, il était impossible pour Hicham de s'en approcher. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour les habitants. Un peu plus loin, une bouche d'aération surmonte une porte blindée. Hicham découvre un endroit à la sinistre réputation. C'est l'une des geôles de la ville où Kadhafi enfermait ses opposants. Vous voyez, on a la fenêtre là. Si vous voyez, en fait, devant la fenêtre, il y avait des blocs en fait. Personne ne pouvait voir en fait. La fenêtre était invisible. Il y avait un autre pan de mur qui isolait les sons. Ils se disent même que les gens ont essayé de faire des trous et de creuser pour s'évader et ils ont jamais réussi. Voilà, ici, le trou, c'est pas nous qui l'avons fait. Ça, c'est des prisonniers qui ont essayé de creuser pour s'enfuir. D'accord, jamais ils ont réussi. On a entendu des voix par là-bas, alors on a défoncé le mur et on a découvert des hommes qui étaient là depuis 1991. Vous voyez, c'est là-bas qu'on a creusé et qu'on les a découverts. Dans un autre bâtiment, un autre cachot. Voilà, on voit rien, c'est un peu inondé, vous voyez. Hein. Je sais pas ce qui s'est trop passé ici, mais en tout cas, ça a vécu. Mais allez, je t'amarre.
Ça doit être une cellule, ouais. Vous voyez, il y a des petites entrées d'air. Allez. C'est où est le chaud? Il pourrait y avoir encore des prisonniers derrière ces murs. On croit avoir entendu des bruits de l'autre côté du mur. Alors on se met à creuser. Peut-être que là-bas, derrière le mur, il y a quelqu'un. Un geste dérisoire. Ils ne parviendront jamais à casser ce mur. Pour espérer renverser définitivement le régime de Mouammar Kadhafi, les insurgés ont rapidement fait appel à des volontaires. Ils s'inscrivent dans ce bureau de recrutement où Zouher nous accompagne. Un nom, un numéro de téléphone, les voilà enrôlés, prêts à partir au front. Tous les Libyens veulent participer à cette insurrection. Ils veulent tous faire quelque chose pour leur pays. Vous avez beaucoup de volontaires? Combien tu as de volontaires? On ne peut pas vous le dire, c'est confidentiel. Vous savez, maintenant on est en guerre. Ce jour-là, parmi les nouvelles recrues, un jeune étudiant. Je veux rejoindre mes camarades à Tripoli. Tu as quel âge? 19 ans. Ils font des manifestations pacifiques à Tripoli. Mais nous, c'est avec les armes qu'on va les libérer. Es-tu prêt à mourir pour ton pays? Oui, bien sûr. Tous les Libyens sont prêts à mourir pour leur pays. Les jeunes recrues n'ont pour la plupart aucune formation militaire. Ils rejoignent la zone de combat avec leur propre voiture. Parmi eux, Saleh. Cet étudiant libyen n'a qu'une idée en tête, aller sur la ligne de front pour affronter l'armée du colonel Kadhafi. Départ de nuit pour Brega, plus à l'ouest. Son petit frère l'embrasse une dernière fois. Au revoir et j'espère que Dieu vous donnera la victoire. Priez pour nous, nous espérons vaincre Mouammar Kadhafi et si Dieu le veut, nous vaincrons le tyran. Après avoir libéré Benghazi, les insurgés rêvent de faire tomber la capitale, Tripoli, à 1000 km d'ici. Dans cette maison près du front, Saleh tente d'enseigner à ses copains le maniement des armes de guerre. Viens, je vais te montrer comment on arme cette grenade. Viens. Voilà, tu sors la grenade de son papier, tu mets le plastique à sa place, et puis tu prends ça et tu la visses à fond. Il n'a pas le temps de tout expliquer, il faut faire vite. La ligne de front est à moins de 20 km de là. Après, tu arraches ça avec force, vraiment fort, et puis tu la tiens comme ça. Lorsque tu la jettes, tu t'éloignes et tu te mets à plat, parce qu'après 10 secondes, elle explose. Tu ne l'envoies pas quand il y a du monde, tu l'envoies pas quand il y a des citoyens comme nous. Lui a fait son service militaire, pas les autres. Alors il s'improvise instructeur. Oui, mais je la lance sur qui? Sur les mercenaires. C'est sur eux qu'il faut les lancer. Si tu les vois, tu la prends, tu la lances sur eux et tu t'enfuis. Voilà, chacun en prend 2 avec lui, celle-ci est prête, et celle-ci aussi. Allez, on y va. Juste avant d'aller se battre, les volontaires se rassemblent pour une dernière prière au milieu du désert. Un pactage de fortune, des munitions pour chacun, une forme d'improvisation avant de partir à quelques kilomètres sur la ligne de front.
Saleh rassemble ses maigres troupes. C'est mal parti pour toi, Kadhafi. Mal parti. Nous voulons que notre pays soit un pays libre, un pays de liberté. Sans expérience de la guerre, tous partent vers l'inconnu. Au-delà de cette porte verte, c'est une zone de combat. Les insurgés veulent gagner Tripoli. Parmi les combattants, nous rencontrons Massoud. Lui aussi vient de Benghazi. Il est père de 2 enfants, sa femme est enceinte. Normalement, il est garagiste. On n'a pas de chef. On n'a même pas de boss. On n'a pas de grosses armes lourdes. On n'est que des civils, des gens normaux. Mais pourtant, on essaye. Et on essaye vraiment. À quelques kilomètres d'Adjabia, un verrou stratégique pour espérer poursuivre les combats, il s'est organisé comme pour aller camper. Là, j'ai ma couverture pour dormir. Et puis ici, j'ai un peu de nourriture. Et vous dormez où? Je dors dans le désert, sur le sable. Parfois, on dort dans une mosquée, mais la plupart du temps, c'est sur du sable. Et il fait très froid, vous savez, la nuit. Depuis le début de l'insurrection, Massoud a perdu beaucoup d'amis. Dans son groupe, ils étaient 150, il n'en reste plus que la moitié. Les autres sont morts ou blessés. Cet après-midi, après une dure nuit de combat, ils tiennent une position plutôt calme. Malgré cette apparente décontraction, le danger est toujours présent. Oui, s'il vous plaît. Un obus vient de tomber à 200 mètres à peine. Regarde, regarde là-bas sur la colline. Ils viennent juste de nous tirer dessus. Je pense que maintenant, il faut qu'on parte. On a vraiment eu de la chance. Massoud, avec ses compagnons de combat, ne cesse de faire des allers-retours sur la ligne de front, au rythme des avancées et des reculs de l'armée fidèle à Kadhafi. En face, il y a des chars et des armes plus sophistiquées que les leurs. Malgré les blessés, ils conservent l'espoir de poursuivre leur route vers la capitale, Tripoli. Oui, oui, ça va aller. Cet homme a été blessé par un éclat d'obus. Il est transporté à l'hôpital le plus proche. Cette guerre de libération a déjà coûté la vie à des centaines d'hommes, peut-être des milliers. Mais il est impossible d'en connaître le nombre précis, comme il est impossible de connaître le nombre de combattants engagés dans le conflit. Zouer, de son côté, est devenu une cible pour les pro-Kadhafi. Son engagement auprès des insurgés dérange. Désormais, il ne sort plus sans armes et sans garde du corps. Il nous emmène dans le grand hôpital de la ville pour nous montrer les victimes innocentes de la guerre. Comme une petite fille de 6 ans, une miraculée. Non, ne la réveille pas. Laisse-la dormir. Vous voyez, cet enfant a été visé par une balle de Kadhafi. Non, ne la réveille pas. He got a bullet.
Elle a reçu une balle, ce n'est pas un éclat. Ça veut dire que c'est un soldat de Kadhafi qui l'a vraiment visé. Vous voyez la balle? Kadhafi n'est pas un être humain. Ce n'est vraiment pas un être humain. Cet enfant, ce n'était pas un soldat qui portait des armes. C'est juste un enfant. Ma belle fleur, reste forte. Tu es douce comme le miel. J'espère que ce que vous venez de lui dire va la remettre sur pied. La balle n'a toujours pas été extraite. La petite fille doit encore être opérée. Je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment pas peur. J'ai juste peur du temps qui passe. J'ai peur que peut-être je n'aurai pas le temps de faire quelque chose de bien pour mon pays. Mais je n'ai pas peur de mourir, on va tous mourir. Des paroles comme une prémonition. Zouhair vient d'apprendre la mort de son meilleur ami, Mohamed Nabous, tué par un sniper. Il a été assassiné pour avoir envoyé les premières images de l'insurrection. C'est lui qui avait diffusé ces images de répression prises au téléphone portable. Sans lui, personne n'aurait pu se rendre compte du drame qui se déroulait en Libye dans les premières heures de la Révolution. Mohamed Nabous, nous l'avions rencontré il y a tout juste 3 semaines. C'est la première fois que je reviens ici, depuis la mort de Mohamed. C'est la première fois. Ça, c'est là où il avait l'habitude d'être. Il y avait un écran ici, et puis là, c'est sa chaise. Vendredi 17 mars, il témoignait en direct alors que les troupes de Kadhafi menaçaient de reprendre la ville. I can't talk much. I'm waiting for the battery to charge, and then I'm gonna go live with you. I mean, this is just not good anymore. He has to be stopped. I mean, I just don't know how to. Ces dernières images seront celles de la nuit du 17 au 18 mars. You can call me crazy. I know I shouldn't be here. This is really dangerous, and this fire is really, I mean, I can feel the heat from here. Someone should take an action about this. This is the main station for the power of Benghazi. That's why they have bombed it. Quelques heures après avoir tourné ces images, Mohamed était abattu par un sniper pro-Kadhafi. Voilà son drapeau. Et puis ça. Ça, c'est son savon. Je pense que ça appartient à Mohamed. C'est un peu long. Je suis sûr que c'est le pullover de Mohamed. Mohamed a été visé dans les combats pour ce qu'il était, celui qui donnait la parole aux rebelles. Comme le veut la coutume, ses parents ont organisé une veillée en sa mémoire. Zouhair et tous ses amis ont répondu présents. Mohamed avait un garde du corps à ses côtés qui n'a rien pu faire pour le protéger. Il n'arrive toujours pas à croire qu'il a été tué. Mohamed a été touché par 3 balles, dont l'une dans la tête. Lorsque son père est arrivé à l'hôpital, il a appris que son fils ne pouvait être sauvé. J'aurais tellement aimé l'emmener au moins dans un hôpital quelque part où il aurait pu bien se faire soigner. Mais dans sa tête et dans son cerveau, il avait plein de sang. Et c'était impossible de l'opérer. C'est quand je suis rentré chez moi, j'ai appris par les médias qu'il était mort. Tous ces jeunes gens
Ils aspirent à une seule chose, une nouvelle vie, une bonne vie. Ils ont même de l'ambition. Ils veulent se débarrasser de ce régime. Et c'est pour ça que tous ces jeunes gens ont commencé cette révolution. Le lendemain, la ville rendra un dernier hommage à leur nouvel héros, Mohamed Nabous. Une manifestation organisée par Zouer. C'est un héros. C'est mon héros et mon leader. Et c'est devenu maintenant notre héros national. Mohamed Nabous, on est tous avec toi. Dans la manifestation, des pancartes qui remercient notamment la France pour son engagement. À leur manière, Hicham, Saleh, Massoud et Zoher continuent le combat contre Kadhafi. Mohamed, lui, est devenu un héros pour tout un peuple qui veut en finir avec le régime.